Le 24 février 2022, le président russe a lancé l'opération d'invasion de l'Ukraine. Une guerre qui est loin d'être la première, menée dans l'ancien espace soviétique par Vladimir Poutine, figure centrale du pouvoir exécutif russe depuis 1999. Son arrivée au pouvoir a marqué un tournant géostratégique dans la diplomatie russe. Vladimir Poutine veut effacer les humiliations subies selon lui par la Russie après l'implosion de l'Union soviétique. La Moldavie est une ancienne république soviétique formée d'une grande partie de la Bessarabie, qui a été prise à la Roumanie en 1940, et qui est majoritairement peuplée de roumanophones, et d'une petite partie majoritairement peuplée de russophones, la Transnistrie. En septembre 1990, la Transnistrie, dès lors sans aucun statut, autoproclame son indépendance de la République socialiste soviétique de Moldavie. Cette sécession s'effectue à l'instigation des russophones, alors même que la Moldavie n'est pas encore indépendante, avec pour objectif le rattachement à l'Union soviétique. En 1991-92, un conflit oppose les sécessionnistes, soutenus militairement par Moscou, à l'armée moldave, qui fait 1 millier de victimes sur les rives du Dniestre. Un accord de cessez-le-feu est donc signé le 21 juillet par les présidents de Russie, Boris Yeltsin à l'époque, et de Moldavie, Mircea Snegur. Cependant, avec l'appui des troupes russes, les séparatistes ont réussi à garder le contrôle jusqu'à ce jour de la région. La Transnistrie est aujourd'hui un État indépendant autoproclamé de fait depuis la dislocation de l'URSS en 1991. Il s'agit donc d'un conflit gelé et il constitue toujours un risque hypothétique et majeur pour la stabilité. Le développement de la prospérité de la République de Moldavie est donc fortement entravé par l'existence de cette république sécessionniste, qui n'est reconnue que par la Russie. Avec l'invasion de l'Ukraine et la méconnaissance des réelles intentions de Vladimir Poutine, le dégel du conflit en Transnistrie est au cœur des interrogations. Le 25 février 2022, lors du sommet européen de Bruxelles, le président Macron a déclaré que l'Union européenne se tenait aux côtés de la Moldavie et de la Géorgie pour défendre leur souveraineté et leur sécurité en présence des présidentes moldaves et géorgiennes. En revanche, la Transnistrie, totalement liée à Moscou, est positionnée à la frontière ukrainienne et pourrait potentiellement être un appui intéressant pour les forces russes dans leur tentative de conquête de l'Ukraine. La première guerre de Tchétchénie, qui est située dans le Caucase Nord, entre les forces armées de la Fédération de Russie et les séparatistes de Tchétchénie, se déclare suite à l'éclatement en 1991 de l'Union soviétique. Ce contexte politique est vécu comme une opportunité par les tendances sécessionnistes tchétchènes. Le général Doudaev proclame le 8 novembre 1991 l'indépendance de la Tchétchénie. En décembre 1994, le gouvernement russe de Boris Yeltsin intervient militairement. L'opération est cruelle et sanglante et se solde par une défaite militaire de Moscou en août. Entre 1996 et 1999, la Tchétchénie échappe donc au contrôle de la Russie et devient indépendante de fait. Il s'y développe un courant islamiste dont les représentants attaquent en août 1999 la République du Daghestan. Puis à l'automne 1999, plusieurs attentats ont lieu à Moscou et dans d'autres villes russes. Attribués par le Kremlin aux Tchétchènes, ils vont justifier le lancement d'une deuxième campagne militaire contre la République séparatiste, présentée comme une opération antiterroriste. Poutine sera crédité par l'opinion russe du retour à la normale, mais la guerre a fait plus de 100 000 morts, soit 10% de la population tchétchène au bas mot. Et c'est traduit par la destruction de villes. Les violations et crimes de guerre seront nombreux. Grozny est pratiquement rasé par les forces russes. À partir de 2003, Poutine mise sur des Tchétchènes pro-russes, dont la famille Kadyrov, père et fils qui se succèdent. En échange d'investissements importants, il proclame la fin de l'opération antiterroriste. La paix en Tchétchénie est organisée par la répression et en même temps par la remise à niveau économique de la région, qui va connaître un développement supérieur aux autres républiques du Caucase du Nord. Kadyrov va appliquer la charia, il exerce une répression extrêmement forte sur la population et il ne permet aucune opposition, mais Poutine lui laisse les mains libres à condition qu'il n'y ait pas d'exportation des violences tchétchènes dans le reste de la Russie. La Géorgie, qui avait toujours eu des tentations autonomistes, devient indépendante après l'implosion de l'URSS en 1991. L'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, peuplées de minorités russes, étaient des territoires autonomes au sein de la Géorgie dans l'Union soviétique. Entre 1991 et 1992, elles vont proclamer leur indépendance pour échapper au contrôle de Tbilissi et bénéficient de l'aide de Moscou, soucieux toujours de garder le contrôle de territoires proches où les minorités russes sont importantes. La Géorgie veut récupérer ses régions sécessionnistes, elle se rapproche des États-Unis après l'arrivée au pouvoir du président Saakashvili. Dès lors, elle va
s'opposer de plus en plus à la Russie et même demander son adhésion à l'OTAN. Saakashvili est très proche de George Bush et le 8 août 2008, jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, la Géorgie lance une offensive militaire contre Tchinvali, la capitale de l'Ossétie du Sud, et bien qu'équipée par l'armée américaine, elle va être rapidement vaincue et elle n'aura pas le soutien américain qu'elle espérait. Les troupes russes prennent le contrôle de l'ensemble de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud et menacent d'aller au-delà au territoire géorgien. Un cessez-le-feu est proclamé sous les auspices de la présidence française de l'Union européenne. La Russie accepte le cessez-le-feu, elle se retire du territoire géorgien, excepté ces deux régions sécessionnistes dont elle prend le contrôle de fait. Le 26 août, la Russie reconnaît l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Poutine envoie un signal fort et la Géorgie comprend que ses marges de manœuvre sont limitées à l'égard de la Russie. De 860 au XIIe siècle, l'État de Kiev, Rousse, situé à l'emplacement de l'actuelle Ukraine, est le premier État des Slaves de l'Est, avant que ne s'impose le Grand-Duché de Moscovie, qui va devenir la Russie. Selon Zbigniew Brzezinski, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire en Europe. L'Ukraine n'a été indépendante que de 1918 à 1920, avant d'être rattachée de force à l'Union soviétique. Le nationalisme ukrainien a toujours été réprimé. Les Ukrainiens ont aidé Yeltsin, président de la Russie, à mettre fin à l'Union soviétique afin d'obtenir leur propre indépendance. Lors de l'éclatement de l'Union soviétique, le président ukrainien Kravchuk prévient Boris Yeltsin qu'il pourrait y avoir un problème avec la Crimée qui avait été restituée de la Russie à l'Ukraine dans le cadre des frontières intérieures de l'Union soviétique en 1954. Mais Boris Yeltsin, trop pressé d'avoir sa propre indépendance, néglige cet avertissement et Kravchuk est tout content de garder la Crimée, dont il pensait que Boris Yeltsin allait lui réclamer la possession lors des indépendances. L'Ukraine est un pays où les disparités régionales sont importantes, l'Est et le Sud sont marqués par une profonde identification civilisationnelle et linguistique envers la Russie. Sébastopol en Crimée est le port d'attache d'une bonne partie de la flotte russe, la seule qui puisse avoir accès aux mers chaudes. Cette base est majoritairement peuplée de Russes. En 2005, la révolution orange amène le pro-occidental Youtchenko au pouvoir à Kiev. Ceci est vu comme une manœuvre occidentale par Poutine, qui s'est renforcée entre-temps avec l'augmentation du prix du pétrole et qui est dans un rapport de force plus favorable. L'Ukraine veut se rapprocher de l'Union européenne et même de l'OTAN, des États-Unis. Cela est vu comme une manœuvre de déstabilisation de la Russie par Poutine, et au moment même où, avec l'augmentation du prix du gaz et du pétrole, il a refait une grande partie de la puissance russe et mis fin au déclin des années 90. 7 pays de l'ancien espace soviétique ont déjà intégré l'OTAN, 8 pays de l'Europe centrale et orientale ont intégré l'Union européenne. Ils voient dans le rapprochement Ukraine-monde occidental un danger pour la Russie. Poutine va cesser de vendre un gaz à prix d'amis à l'Ukraine qui va voir sa facture énergétique nettement monter. Le 25 février 2010, Viktor Yanukovych, qui est pro-russe, gagne l'élection présidentielle, mettant fin à la révolution orange. Le président ukrainien signe avec Dmitri Medvedev les accords de Kharkov qui prolongent pour 25 ans le bail de la base navale russe de Sébastopol et diminue de 30% le prix du gaz russe livré à l'Ukraine. En novembre 2013, le président Yanukovych suspend les négociations sur l'accord d'association avec l'Union européenne. Cette décision rend furieux les Ukrainiens europhiles qui vont manifester sur la place de l'indépendance de Kiev et les contestations vont gagner l'ensemble de l'ouest du pays. La révolution de Maïdan devient le théâtre de violents affrontements entre civils et forces de l'ordre. Un accord est trouvé sous l'égide des ministres français, allemands et polonais des Affaires étrangères entre l'opposition et le pouvoir ukrainien, mais le 22 février 2014, Yanukovych prend la fuite. Pour les Russes, il s'agit d'un coup d'État contre son pouvoir. Pour les Ukrainiens et les Occidentaux, c'est une révolution qui l'a chassé du pouvoir. Porochenko est ainsi élu président le 16 mars 2014 pour donner suite à un référendum d'autodétermination non reconnu par la communauté internationale. La Crimée proclame son rattachement à la Russie, tandis qu'une guerre civile éclate entre séparatistes pro-russes et armée ukrainienne dans l'est du pays, dans le Donbass. À partir de l'été, les séparatistes seront soutenus en hommes, matériel et financement par Moscou. Les Occidentaux décident de sanctions économiques contre la Russie pour l'annexion de la Crimée et pour l'aide apportée aux indépendantistes. En septembre 2014, il y a un premier accord de cessez-le-feu qui est signé à Minsk, en Biélorussie, suivi d'un deuxième en février 2015 sous l'égide du président français François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel.
Ces accords de Minsk mettent fin aux combats les plus lourds, mais il y aura toujours des combats sporadiques qui vont continuer et ne seront pas toujours totalement mis en œuvre. L'Ukraine estime qu'ils lui sont défavorables parce qu'elle doit accorder, dans le cadre du territoire ukrainien, une relative autonomie aux régions de l'Est et elle veut d'abord reconquérir la pleine souveraineté, que l'armée russe parte en premier. Et donc il y a un désaccord sur le calendrier de l'application des accords de Minsk entre Moscou et Kiev. En novembre 2017, des élections ont lieu dans la République autoproclamée de Donetsk et de Lugansk, reconnues par la seule Russie. Kiev cesse d'y verser pensions et salaires et organise un blocus, ce qui relie encore un peu plus ces territoires à la Russie. En 2018, la Russie et l'Ukraine s'affrontent militairement dans le détroit de Kertch, la Russie ayant construit un pont qui relie la Crimée au reste de la Russie, faisant de la mer d'Azov une mer intérieure russe. Le 20 mai 2019, Zelensky, qui fait campagne sur un éventuel rapprochement avec la Russie, en parlant russe, est élu président de l'Ukraine et veut négocier avec Moscou. Mais le dialogue va vite s'enliser parce que Zelensky doit faire face à une surenchère de certaines forces nationalistes au Parlement ukrainien et que Poutine n'est pas réellement désireux de faire les concessions qui sont demandées par Zelensky. Le 21 février, les deux républiques autonomes autoproclamées de Lugansk et de Donetsk sont reconnues par Moscou. Et le 24 février, c'est le début de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et le début de l'invasion du pays. Les deux pays s'affrontent aujourd'hui dans un conflit généralisé sur le territoire ukrainien. Jusqu'ici, Moscou vivait confortablement avec ces conflits gelés. Ils entretenaient la déstabilisation de la Géorgie, de la Moldavie et de l'Ukraine à un coût relativement réduit pour Moscou. Et ils les empêchaient de poursuivre leur rapprochement vers le monde occidental. Qu'est-ce qui a poussé Poutine à vouloir aller beaucoup plus loin et lancer une offensive générale contre l'Ukraine au prix d'un affrontement au moins économique avec le monde occidental? Il a certainement sous-estimé la résistance ukrainienne, sous-estimé la mobilisation et la détermination du monde occidental, mais également, très certainement, sous-estimé l'opposition russe à la guerre. Les États baltes qui ont, de façon très différente, une minorité russe sur le territoire, vivent toujours aussi dans la crainte d'une menace russe, mais appartenant à l'OTAN, ils sont protégés par la garantie accordée par l'article 5. Poutine a pensé qu'il avait une fenêtre d'opportunité. L'Ukraine n'était pas encore membre de l'OTAN, mais il craignait qu'elle le devienne. Il a voulu agir avant qu'elle ne le devienne totalement. Il a aussi pensé que la déclaration américaine qui n'interviendrait pas militairement avec l'Ukraine lui offrait cette possibilité, mais on peut penser qu'il s'est lourdement trompé et que lui-même et la Russie vont payer un prix assez important.